Voilà, alors on m'a proposé de parler des réponses hormonales anabolisantes lors d'exercices musculaires. Je ne suis pas sûr d'avoir bien fait d'accepter, car il y a des centaines de publications et elles sont très contradictoires. Voici donc mes appartenances et je n'ai pas de conflit d'intérêts. Alors, les hormones de l'anabolisme, ce sont bien sûr les hormones GH, grosse hormone IGF-1 et bien sûr la testostérone. Mais on couple toujours avec l'hormone du catabolisme, le cortisol, qui en fait est quand même absolument nécessaire pour permettre une néoglucogénèse, notamment lors de l'exercice. Alors je ne vais pas insister sur l'axe somatotrope parce que je n'aurai pas le temps. Donc l'hormone de croissance et l'IGF-1 sont des facteurs qui ont des effets métaboliques et ils sont régulés également par des effets métaboliques périphériques ou centraux. Simplement une seule étude, et puis on peut en reparler si vous voulez dans la discussion, à l'effort et en fonction de l'intensité de l'effort, vous voyez que l'augmentation très rapide de l'hormone de croissance est dans des conditions d'élévation assez conséquentes. Regardons plutôt l'axe gonadotrope avec bien sûr en chef de file la testostérone ou la dihydrotestostérone. Alors, il y a de nombreuses études qui ont évalué chez les athlètes un grand nombre de marqueurs dans des périodes d'entraînement intensif pour identifier les marqueurs qui reflètent une adaptation positive ou au contraire négative. Alors, bien sûr, il y a eu le cortisol, c'est la réponse du stress, du catabolisme, qui, grâce aux acides aminés qu'elle apporte au foie, va permettre la néoglucogénèse, et puis c'est la mobilisation des acides gras libres également. Testostérone, c'est l'anabolisme, mais également, il ne faut pas oublier, le comportement d'adaptation à l'effort volontaire plus important. Alors, le but de ces publications, c'était de comprendre, d'améliorer, d'optimiser et d'adapter le type d'entraînement grâce à ces marqueurs de performance. Alors, ce qu'il faut tout de suite voir, c'est la grande variabilité dans les études menées. Méthodes différentes, durée, intensité, tests de performance différents, les recueils sur différents milieux, les horaires variables dans la journée, le laps de temps entre le moment où l'exercice test s'arrête et le moment où on fait le prélèvement, une grande variabilité entre les individus, mais également en intra-individu. Et puis, ce qui ressort un petit peu, c'est que la réponse hormonale est moindre dans les protocoles d'endurance par rapport aux entraînements en résistance, qui surtout privilégient l'hypertrophie. Et de toute façon, ça nécessite des études plus conséquentes et supplémentaires. Le rôle biologique de ces réponses hormonales reste encore incertain malgré le nombre considérable de publications. Alors, je ne vais pas vous présenter les centaines de publications, j'en ai sélectionné parmi les plus récentes. Celle de Tanner, par exemple, qui va étudier des athlètes en endurance, bien entraînés, la réponse en aigu sur la salive, le plasma, le cortisol, la testostérone, avec 3 types d'épreuves. Donc la première, vous voyez ici des exercices de 30 secondes, avec ici le détail. Le tempo run, 30 minutes à vitesse constante. L'intervalle session avec quelque chose qui est quand même plus intense avec 90% de VO2 max et ceci sur 10 athlètes, environ 40 ans, une VO2 max à près de 60 et des prélèvements, alors eux ils sont entre 15 et 20 heures, déjà première différence avec beaucoup de publications. Et ils ont estimé que c'était mieux parce que le cortisol et la testostérone restent stables dans cette période. Alors, qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent que le cortisol augmente quel que soit le type d'exercice musculaire, mais dans l'intervalle, vous avez une persistance à T60 de l'élévation du cortisol. Alors, il y a beaucoup d'explications que l'on peut rediscuter ultérieurement, qui sont également utilisées pour la testostérone, qui augmente dans les 3 cas, mais qui redescend au temps 60. Pour eux, ils n'ont pas fait de calcul de ratio entre testostérone et cortisol qui serait un marqueur plus ou moins accepté d'anabolisme et permettant une relation avec la performance. Alors, il y a une autre chose très intéressante qu'ils ont notée, même si les études sur la salive datent de 1976, on a ici une très très bonne correspondance entre la salive et le plasma, également la même chose pour la testostérone.
Il faut bien remarquer que les pics de cortisol et de testostérone se font en même temps, mais le timing entre les différentes épreuves est différent, et le timing est également différent entre individus. Ce qui souligne là déjà quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'il faut faire attention de ne pas faire des analyses par groupe, mais plutôt par individu, avec analyse individuelle pour avoir une meilleure représentation de l'amélioration de la performance grâce à ces marqueurs. Deuxième publication, c'est une méta-analyse, toujours le même background, et la salive comme outil. Cette méta-analyse a regardé 933 articles sur le titre et l'abstract. Ils ont retenu 80 qui ont été analysés en entier, et seuls 21 ont été définitivement retenus. Globalement, l'exercice aigu résulte en une augmentation de testostérone et de cortisol dans les 3 catégories, aérobie, puissance ou résistance. Alors l'aérobie, les deux sont augmentés, mais le rapport diminue. Ça, c'est dû à une plus grande augmentation du cortisol en post-exercice. La puissance, les deux augmentent, mais le cortisol encore plus, et donc le ratio diminue. La résistance, là, les deux augmentent et le ratio reste inchangé. Ça, c'est l'ensemble de toutes les méta-analyses. Mais Kresser, en 2008, qui a beaucoup publié là-dessus, a fait quelques publications montrant que la testostérone, dans certains cas, augmentait et dans d'autres cas, baissait. Donc, vous voyez la difficulté après d'interpréter ça pour les athlètes. Il faut bien voir donc qu'il y a une très grande variabilité et retenir bien que le timing du prélèvement basal, qui est juste avant l'exercice, va être déterminant. Parce que s'il est avant l'exercice, le ratio post-exercice va être augmenté, puisque le cortisol aura eu tendance à être anticipé et donc augmenté. Et donc on pensera que c'est en post-exercice un état anabolique, alors que si le taux de base a été fait 24 heures avant au repos, avec un cortisol de base qui est abaissé par rapport à avant, le ratio en post semblera diminuer, parce que là, le cortisol va augmenter, et donc le ratio sera diminué, et on aura pensé qu'il s'agit d'un état catabolique. Donc vous voyez la difficulté. La deuxième chose, donc tout ceci, ça suggère un effet d'anticipation bien connu. C'est variable également en fonction du prélèvement post-exercice. Pourquoi? Parce que dans la salive, la testostérone va diminuer en 15 minutes, et donc si vous faites un prélèvement à 30 minutes, ce ne sera pas la même chose que juste après l'arrêt de l'exercice. Ça sera variable aussi en fonction de la durée, et puis il y a également quelques articles qui traitent de la différence quand on utilise des kits soit par ERIA avec la radioactivité ou ELISA avec un double anticorps et sans radioactivité. Troisième publication, Caviglio, 27 rugbyman. Je ne pouvais pas ne pas faire dans le pays de la section paloise sans article concernant le rugby. Donc, vous voyez, quand même des beaux gaillards. 4 protocoles. Un protocole d'exercice en résistance 1, avec 5 fois 15 répétitions de ce type-là d'exercice à 55%. Protocole 2, 3 fois 5 répétitions à 85%. Troisième protocole, le protocole Strongman, avec ce type-là d'exercice, et pour les deux, il s'agit de 45 minutes. Et puis le protocole combat, que ce soit de la lutte ou de la boxe, pendant 19 minutes. Donc eux, c'est prélèvement salive et testo en pré et post, et là, c'est immédiat. Et ça a été fait entre 2 matchs de rugby, donc à mi-semaine et le matin. Vous voyez donc toutes les différences, la variabilité dans les études. Ils retiennent quoi? Ils retiennent que globalement, la réponse ne change pas entre quel que soit l'exercice. Il n'y a pas de différence. Par contre, on peut noter déjà des différences au départ, en base, et ça on peut le rapprocher de toute l'anticipation. Par contre, quand ils ont fait une étude en sous-groupe, les réponses individuelles, elles, changent. Alors là, c'est très difficile dans cet article de savoir s'il s'agit de prendre un sous-groupe de sportifs qui ont bien répondu, et pas les autres, ou si c'est de prendre pour chaque sportif la meilleure réponse à tel ou tel exercice. Je pense que c'est la deuxième solution qui a été faite. Et donc, vous avez ici une augmentation pour
les trois, sauf pour celui qui faisait 3 fois 5 répétitions à 85%. Alors le cortisol, lui, va baisser en post-exercice, et de façon tout à fait notable, ce qui fait que le rapport T sur C va être augmenté. Strong et Combat ne vont pas changer, et donc les conclusions étaient là, mais dans la discussion, il y a des choses intéressantes que j'ai pu relever. Très grande variation individuelle de la réponse en testo aux 4 exercices. L'effet des exercices est plus faible que dans d'autres publications, mais il les attribue au fait que ce sont des sportifs extrêmement bien entraînés auparavant. Intérêt d'analyser les résultats par individu et pas par groupe. Pour lui, et comme pour d'autres, il n'y a pas d'effet direct sur le muscle, mais sur le comportement, la motivation à l'effort, et ça augmente la charge d'entraînement, et donc indirectement l'effet qu'on attribuait peut-être à la testostérone. Alors les propositions que T sur C soit un indicateur d'état métabolique positif, anabolique, sans être remis en question, il faut savoir bien l'interpréter en fonction de la méthodologie. Ça peut être dû à une diminution du cortisol. La réponse dépend également de facteurs psychologiques individuels, sociaux, compétitifs, et puis, comme on a vu, des temps de prélèvement post-exercice. Alors, dans cette publication, 7 triathlètes qui ont, pendant 10 jours, une augmentation de la natation de 45%, de course de 25% et du cyclisme 229%. Tout ça avec une mesure de testo et de cortisol salivaire et un test après l'arrêt et 30 minutes après, un test de performance d'exercice de haute intensité. Diminution là, de la testostérone est observée, alors qu'avant c'était toujours des augmentations. Et donc là, ils l'ont attribué au stress trop important de l'augmentation de l'entraînement. Dysfonction hypothalamique, diminution du flux sanguin testiculaire, il y a plein d'explications possibles. Et ceci, c'était intéressant, c'était indépendant de la perception d'un stress plus élevé. Et donc, c'était le stress physique qui était non ressenti qui entraînait une diminution de la testostérone. Il n'y a pas de variation de cortisol et il attribue au fait que c'était des gens extrêmement bien entraînés. Alors, parmi les dernières publications, West, là, il prend des sujets sportifs loisirs actifs, 12 semaines en résistance, prélèvement sanguin et biopsie musculaire. Alors, ils ont trouvé tout à fait des augmentations de masse maigre, des augmentations des aires des fibres 1 et 2, mais pas de corrélation entre l'élévation qui était induite par l'exercice en GH, en free testostérone, on pourra parler de free testostérone qui n'est pas un bon test, IGF-1 et le gain de masse maigre corporelle. Par contre, il y avait une petite corrélation modérée avec le changement de la masse maigre, ça c'est attendu, hein, l'aire de section de la fibre 2, corrélation modérée également entre l'hormone de croissance et le gain pour les types 1 et type 2, mais pas pour la testostérone et l'IGF-1. Il n'y a aucune corrélation entre GH, IGF-1, testostérone, cortisol et gain de force. Alors, je terminerai par ce type-là de méta-analyse qui est quand même récente. Les buts, c'était les marqueurs associés à l'amélioration ou détérioration de la performance. Ils ont lu 1223 articles, les titres et les abstracts, avec 2 personnes indépendantes, voire une troisième quand il y avait des conflits, et ils n'en ont retenu que 161 avec les critères du début d'éligibilité. Et puis, dans ces 161 lus en entier, ils n'en ont retenu que 42 qui avaient tous les critères. 550 participants, 52 groupes d'athlètes, très variés. La durée d'entraînement était variable, globalement, en général, en 8 jours et 28 jours. Les tests de performance étaient variables, et au total, ils ont récupéré 118 marqueurs qu'ils ont vraiment évalués, en disant que la moitié étaient des marqueurs de la communication cellulaire, et puis de l'immunité, et puis bien sûr cortisol, créatine kinase et testostérone. Ça, c'est les évaluations de l'intérêt de ces marqueurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont intéressants par la suite. Les résultats, c'est que globalement, l'entraînement induit une diminution du nombre de cellules immunitaires, mais sans que ça influe sur la performance.
Par contre, quand la performance est diminuée, l'association à la baisse des neutrophiles de la glutamine et l'augmentation de l'urée a été tout à fait notée de façon positive, et il n'y a pas de variation si la performance est normale ou augmentée. À l'inverse, quand la performance est augmentée, il y a une augmentation du ratio testostérone sur cortisol, et il n'y a pas de variation dans les autres cas. Il n'y a pas de changement significatif avec la performance pour l'ACTH, le DHEA, la prolactine, l'ALH, les catécholamines, l'insuline, la glycémie, le lactate. Et donc la ferritine est augmentée, mais sans relation avec la performance. Je ne voudrais pas terminer sans citer l'impact de la nutrition sur ce type d'axe gonadotrope. Il s'agit d'un homme de 18 ans, donc c'est une publication récente, qui se consulte pour fatigue, endurance diminuée, libido faible, pas d'érection matinale. Il fait à peu près 100 km par semaine, et ceci au niveau scolaire ou individuel. Le bilan, pancytopénie, ils sont allés jusqu'à faire une biopsie de moelle qui notait uniquement des marqueurs de malnutrition. Un hypogonadisme hypogonadotrope, mais tous les autres axes étaient normaux. Le traitement, ça a été diminution de la fréquence et de l'intensité de l'activité sportive, augmentation de la prise alimentaire sur le plan calorique, et la formule sanguine et la testostéronémie se sont normalisées. Là, on a plein d'exemples, notamment en pédiatrie ou l'adolescence, je pourrais en discuter. La conclusion, c'est que cet hypogonadisme existe quand il y a un exercice en endurance intense prolongée et qui n'est pas compensé par cette dépense énergétique par une alimentation adaptée. Et puis, il y a une réversibilité de cet hypogonadisme. Dernière diapositive, la conclusion générale. Globalement, il y a des variations dans tous ces marqueurs. Attention de l'analyser en fonction de la nutrition correcte. Globalement, si le ratio TC augmente, c'est plutôt associé à la performance. L'augmentation, c'est surtout pour la résistance, pas tellement pour l'endurance. La baisse de glutamine, de neutrophile et la hausse de l'urée sont marqueurs de diminution de la performance. Beaucoup de divergences, comme je vous l'ai déjà dit. Et en conclusion de ces effets, à l'inverse de la testostérone exogène qui serait administrée, ici, dans l'exercice musculaire, ces variations, le changement de testostérone n'induirait pas d'hypertrophie de force musculaire, mais permettrait l'adaptation à l'entraînement de type résistance, et donc pas d'effet direct sur le muscle, donc indirect, car sur le comportement, la motivation à l'effort, ça permet d'augmenter la charge d'entraînement. Et donc, je remercie les personnes pour cette invitation dans ma ville natale. Merci. Merci, bravo. Merci pour cette très belle présentation.